l'a dit, en fait, la recherche-action que nous allons présenter aujourd'hui, c'est une recherche-action qui a en fait émergé du terrain, donc des besoins des personnes réfugiées qui ont rapporté ça à leurs intervenants, qui, eux, nous ont rapporté ça à la table. Et puis, avec la collaboration d'Erasme, Marie-Jeanne, à l'époque Pascal Chanou qui était au Rossini, il y a eu un projet de recherche-action exploratoire sur l'employabilité des personnes réfugiées, à savoir, on sait que les personnes immigrantes sont exposées à divers défis dans leur employabilité, mais qu'en est-il des personnes réfugiées? Puis, est-ce qu'on doit appliquer des approches hyper spécifiques quand on intervient auprès de personnes réfugiées? Donc, c'est ces questions-là qu'on s'est posées. Puis, donc, l'événement auquel vous assistez aujourd'hui, c'est vraiment la suite de cette recherche exploratoire qui a été menée par Marie-Jeanne, Erasme et l'équipe de la TCRI. Alors, en fait, je suis vraiment pas seule sur ce projet-là. J'y ai participé, j'y ai contribué, mais c'est vraiment un besoin qui est né des intervenants de la table de la TCRI. Donc, l'objectif, c'était de voir est-ce que des approches hyper spécifiques pour les personnes réfugiées, est-ce qu'il y a aussi des obstacles, des défis, mais comment on y répond à ces défis-là au niveau de l'intervention. Donc, on a rencontré 14 personnes réfugiées dans différentes régions du Québec, 17 intervenants pour essayer de faire émerger justement ces particularités-là. Et on a réalisé en fait que en regardant leur parcours, en regardant le travail qui est fait, ils peuvent en effet être confrontés à différents obstacles d'ordre systémique qui vont ponctuer leur parcours. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous partager un peu ça, mais aussi de vous donner un portrait global. La recherche, juste pour vous dire, sur votre programme, vous avez la pochette virtuelle, donc l'ensemble du rapport, les recommandations, c'est dans votre pochette virtuelle. Le petit plan des idées. Donc, dans quelle mesure on peut avoir des approches ou des programmes qui répondent à leurs besoins. Émilie va vous présenter dans un premier temps quelques statistiques. C'est surtout pour mettre en relief l'importance de la prise en compte de l'hétérogénéité des populations réfugiées. On l'a déjà vu ce matin avec les témoignages, il y a des personnes très scolarisées, d'autres peu scolarisées, mais en fait, il y a des hommes, des femmes, il y a toutes sortes de caractéristiques qui peuvent s'ajouter, qui peuvent rendre les interventions, les reconnaissances parfois plus complexes. Je vais vous donner 3 illustrations qui ont été tirées de la recherche des gens qu'on a rencontrés et on va terminer par quelques pistes porteuses et recommandations. Juste pour vous dire, les recommandations sur lesquelles vous avez voté, ce n'est pas seulement la recherche, mais c'est aussi une dizaine de rencontres, d'ateliers qu'on a eu en comité pour regarder ensemble qu'est-ce qui est important à prendre en compte pour vraiment mieux répondre à leurs besoins et à leurs enjeux spécifiques. Donc, comme Marie-Jeanne l'expliquait, je vais vous présenter quelques statistiques au niveau des personnes réfugiées pour qu'on puisse bien camper qui sont les personnes réfugiées. Donc, au Québec, on accueille entre 5 000 à 7 000 personnes réfugiées par année. C'est sûr que ça dépend des années. Donc, sous les années Harper, il y avait moins de personnes réfugiées qui étaient acceptées. Puis là, on a vu dans les dernières années avec les réfugiés syriens que ça a augmenté un peu. Puis là, on se demande avec les nouvelles politiques de la CAQ, qu'est-ce qu'il y en est finalement pour les réfugiés, surtout ceux pris en charge par l'État, puis aussi le parrainage privé. Donc, environ, on estime à 20 000 personnes de 2013 à 2017 qui seraient en mesure de travailler, si on exclut les moins de 15 ans et les plus de 65 ans. Donc, c'est quand même 20 000 personnes qu'on doit desservir dans les services en employabilité qui sont à la recherche d'un emploi ou à la recherche d'une formation. Donc, et on peut voir aussi que les réfugiés parrainés occupent une place quand même assez importante, avec aussi des réfugiés reconnus sur place, des demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugié. Donc, comment s'intègrent les personnes immigrantes sur le marché du travail? Bon, comme vous le savez, il y a plusieurs obstacles pour les personnes immigrantes, mais pour les personnes réfugiées, il y a des obstacles supplémentaires qui s'ajoutent à cela. Donc, au niveau de l'âge, la langue, parce que de la langue, la plupart sont allophones. Au niveau aussi de l'âge, il y en a qui arrivent avec, quand même, ils sont plus vieux. Donc, par exemple, les migrants économiques qui arrivent à un âge plus jeune, donc c'est aussi à prendre en compte. L'état de santé physique et mentale, parce qu'avec leur parcours pré-migratoire, plusieurs ont passé par plusieurs pays de transition, donc ils ont vécu des fois des violences, des traumatismes, et des fois aussi, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc je vous parlais du vécu pré-migratoire on ne peut pas effacer quand on arrive au pays.
Puis tout ce qui est le réseau social aussi à reconstruire, parce que quand on est une personne réfugiée, on ne choisit pas tout le temps de quitter son pays, donc on arrive et puis on ne connaît pas tout le temps des gens. Donc, c'est des obstacles supplémentaires qui peuvent s'ajouter à, par exemple, un immigrant économique qui aurait décidé, qui aurait préparé son immigration. J'ajouterais juste, cette fiche-là, on pourrait la rendre à l'infini, mais l'important, c'est qu'on voit qu'il y a des caractéristiques des personnes à prendre en compte, mais il y a d'autres enjeux qu'on n'aborde pas assez souvent, qui sont davantage au niveau des conditions de la société d'accueil. Donc, d'où l'importance aussi de prendre en compte toute la question de la réceptivité, les politiques, les programmes, les services, etc., qui sont en place, et tenir compte aussi, bien sûr, de la présence d'obstacles à caractère systémique. Donc, quelques statistiques que je vais passer rapidement pour vous, mais pour que vous ayez une image plus claire là, de qu'est-ce qu'il y en est. En fait, sur le terrain, bien, on voit que la plupart des immigrants s'installent à Montréal, mais pour les personnes réfugiées, elles sont plus présentes en région parce qu'il y a 14 régions d'accueil, comme vous le savez peut-être, à travers le Québec. Donc, de Rimouski à Saint-Jérôme, à Trois-Rivières, une région d'accueil ici, Montréal, même Laval. Donc, c'est sûr qu'on voit en proportion que les personnes réfugiées sont plus installées en région. Donc, la politique de régionalisation touche aussi les personnes prises en charge par l'État. Puis, au niveau du profil de la langue, bien, il y a beaucoup de personnes réfugiées qui ne parlent pas français quand elles arrivent au pays. Donc, c'est à peu près 62%. Comme vous le savez, quand on est un immigrant économique, on a des points sur la grille de sélection quand on parle français ou l'anglais. Donc, une personne réfugiée, c'est sûr qu'elle n'a pas tout le temps le temps d'apprendre la langue et elle n'est pas tout le temps issue d'un pays francophone. Des fois, oui, mais pas tout le temps. Donc, je passe rapidement les statistiques parce que c'est pas ça le cœur de la présentation, mais c'est pour vous donner vraiment quelques indicateurs. Donc, et puis au niveau de la population des personnes réfugiées, bien, c'est une population qui est très hétérogène. Ça veut dire qu'il y a des personnes réfugiées qui sont très qualifiées, qui peuvent passer à travers des processus d'ordre professionnel, mais aussi des personnes peu scolarisées. Donc ça représente environ 40% qui ont moins de 11 ans de scolarité. Et puis au niveau de comment les personnes réfugiées performent sur le marché de l'emploi, au niveau du revenu, bien, on voit que malgré le fait qu'il y a plusieurs années d'établissement, bien, le revenu est toujours en dessous du revenu moyen canadien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pour les personnes, les parrainés, en fait, ils sont, oui, au niveau des réfugiés pris en charge par l'État, ils ont un revenu un peu plus supérieur, mais ça stagne un peu après quelques années d'établissement. L'utilité des statistiques, c'est qu'elles permettent de voir si, en effet, il y a des obstacles qui s'appliquent à certaines populations plus que d'autres. Et pour moi, cette stat est vraiment parlante. Une étude de Bélanger de l'INRS, donc qui a fait des analyses statistiques, a montré qu'une personne réfugiée, le temps médian d'accès à un premier emploi est de 36 mois. Donc 3 ans pour l'obtention d'un premier emploi, et que le pourcentage qu'on peut eu de premier emploi après 4 ans est encore à 40% presque. Donc c'est énorme et ça montre qu'il y a quelque chose. Oui, bien entendu, il y a la langue, il faut apprendre le français, il y a différentes stratégies qui sont mises en branle pendant cette période-là. Ce n'est pas nécessairement de l'attente, mais c'est de voir qu'en 3 ans, toute l'énergie que la personne doit déployer pour accéder à ce premier emploi-là, tandis que pour les immigrants économiques ou de la catégorie de la réunification familiale, c'est entre 6 mois ou 1 an et demi environ. Donc pour moi, c'est très interpellant en tout cas comme chercheur de voir, mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 années-là? Et l'autre statistique dont Émilie vous parlait, c'est qu'au niveau du revenu, ça c'est les cohortes qui sont suivies, ils vont toujours rester en deçà, donc malgré les qualifications, etc. Donc, ça veut dire quelque chose. et bon, d'où l'intérêt de la journée aujourd'hui, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble pour justement tempérer ces résultats-là? Alors là, ça va être à mon tour de parler. Je vais essayer de bien vous représenter 3 petites illustrations qui montrent bien la présence de certains obstacles et comment on peut y répondre différemment, pour dire comme Simone, de sortir de sa case pour accompagner la personne. On pourrait donner des témoignages toute la journée. La présentation d'Émilie et moi, on a l'habitude de la faire en une journée. Donc, vous nous excuserez si on parle vite. Il y a des choix de mots à faire et c'est jamais facile.
Alors, le premier cas que je vais vous présenter, c'est la situation de Jean qui est arrivé avec ses 4 enfants, qui est de la République démocratique du Congo. Il était titulaire d'un DEP comme électricien. Il est parmi les cas de réussite parce qu'il a travaillé vraiment dans les premières semaines de son arrivée comme manœuvre dans un chantier, puis il avait un bon salaire et tout, mais il y a eu une fin de travail. Et là, il doit se trouver autre chose. Il réfléchissait à ce que je retourne aux études, etc. Puis ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, il avait postulé dans les villes, etc. Mais il disait, dans les villes, si je veux avoir un bon travail, on me demande des papiers, tout le temps, que ce soit dans les municipalités. Dès qu'il y a une protection, finalement, on demande des papiers. Mais ce n'est pas juste les papiers de diplôme, c'est les papiers pour prouver son expérience de travail, c'est les permis de conduire et toutes sortes de documentation. Et pour lui, en fait, c'était vraiment un obstacle majeur qui le restreignait. Ce qu'il me disait, puis ça amenait un certain paradoxe, il dit, vous entrez dans l'option de travail davantage protégée, mais en fait, la municipalité, le Québec, c'est eux qui nous ont ouvert les portes. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc, il était un peu dans cette situation-là. Et puis, en plus de ça, à son travail, lorsqu'il travaillait, ses collègues de travail, en fait, avaient un salaire supérieur au sien, parce qu'il n'a pas été en mesure de faire reconnaître son expérience antérieure à l'immigration. Il me disait, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Et moi, je m'étais fait, j'avais perdu un peu mon sang-froid. Je disais, mais c'est une injustice. C'est pas normal. Mais c'est pas une injustice, c'est normal. C'est comme ça prend les papiers. Et pour moi, ça a sonné des cloches, à savoir, quand il y a des situations qui sont en apparence neutres, mais que les processus particuliers qui vont faire que certaines populations vont être défavorisées par rapport à d'autres, c'est vraiment de la discrimination systémique. Alors, comment on peut la contourner? D'où l'importance de travailler les cadres différemment. Un autre élément vécu par les personnes réfugiées, on l'a mentionné depuis ce matin, c'est toute la dimension du temps. Le temps qu'on peut appréhender de 2 façons. Désiré, il est arrivé déjà depuis plus que 2 ans avec sa femme, ses enfants. Il habite en région. Et pour lui, l'option la plus qui l'intéressait davantage pour avoir un bon emploi pour nourrir ses enfants, c'était de retourner sur les bancs d'école. Mais pour lui, retourner sur les bancs d'école, quand ça fait des années, il me disait, ça fait 15-16 ans que je ne suis plus à l'école. Donc, c'était comme avoir une pierre dans la tête, ça ne marchait pas, ça bloquait, et c'est sa femme qui est restée pour qui persévère finalement dans ce processus-là. Mais en fait, le paradoxe qu'il y avait un peu dans son cas, c'est qu'il n'a pas pu fournir la documentation qu'il avait ses études de secondaire. Donc là, il est retourné en alphabétisation, puis après ça, pour faire les différents prérequis, et pour avoir un DEP, il faut calculer un minimum 3 à 4 ans. Minimum, même si en fait il y avait déjà les bases pour le faire. Et comme parent, parce que souvent on arrive comme parent à un certain âge, donc il y a cette pression-là du temps qui est d'autant plus criante. Et dans son cas, comme c'était un parcours qui était trop long, c'est pas possible de recevoir un soutien financier d'Emploi Québec, qui était le nom de l'époque, ou de Service Québec, parce que c'est pas un parcours de courte durée. Donc, l'intervenante faisait un peu les examens pour qu'ils puissent quand même assister à la formation en étant sur l'aide sociale, mais qui paie le transport, la garderie, les manuels, etc. Pour une personne qui est réfugiée, qui vit déjà avec le minimum, c'était très complexe. Et moi, encore une fois, ça nous interpellait beaucoup au niveau de l'équipe, à savoir, c'est évident que comme personne réfugiée sans documentation, s'il veut améliorer son futur, ça prend plusieurs années d'implication. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Alors, le deuxième cas, c'est le cas de Mélik, qui est un ingénieur civil diplômé en Irak qui est arrivé comme demandeur d'asile. On a vu que la situation pour les demandeurs d'asile est d'autant plus préoccupante. En fait, lui, il avait son statut, ça faisait déjà 3-4 ans qu'il était ici. Il est en train de terminer ses études au niveau de diplôme d'études collégiales, qui était pour lui un peu la façon la plus rapide de faire reconnaître ses compétences comme il était ingénieur. Donc, ce qu'il me disait, ce qui l'a vraiment bloqué au tout début, c'est qu'il n'a pas pu avoir des services d'orientation dès le départ.
comme demandeur d'asile. Il dit, on m'a accueilli comme ça sur la chaise à l'entrée, sur le bout. On m'a donné quelques informations et voilà, mais pas plus. Donc, il n'y a pas eu d'évaluation globale, il n'y a pas eu d'orientation, etc. parce que son statut l'a vraiment restreint dans tout ça. Et puis, ce qui l'a quand même aidé au niveau relationnel, c'est que pendant ses cours de francisation, il y a quand même une personne qui était là, qui l'a aidé, etc. Et pour lui, ça fait vraiment une différence au niveau humain, dans le sens qu'il me disait, pour nous, c'est pas grand-chose, juste se faire inviter par un café, mais ça a amélioré de psychologie, parce que juste l'attente, c'est pas évident. Et aujourd'hui, en fait, le nœud qu'il vivait quand je l'ai rencontré, c'est qu'il a réussi à finir son DEC, mais il lui reste son stage. C'est le fameux stage, on a vu pour la pharmacie, comment c'est compliqué. Bien, l'école n'a pas nécessairement de soutien pour aider à trouver un stage, et lui, c'est ce qui lui manquait pour obtenir son diplôme. Alors moi, au moment où je l'ai rencontré, il allait voir une intervenante qu'Emploi Québec lui avait conseillé. Finalement, il avait trouvé l'organisme d'accueil qui s'occupe des personnes immigrantes. Et là, ça fait déjà 3 ans et demi. C'est la première fois qu'il va rencontrer une conseillère en emploi et qui va l'aider à trouver un stage. Donc, il était un peu dans cet espoir-là. Et finalement, il a trouvé un stage, c'est une histoire de réussite, etc., mais qui met en exergue, encore une fois, toute l'importance de la concertation et du travail en collaboration pour trouver des solutions à des cas comme ça. Donc, je vais le faire en 30 secondes. Et puis après ça, Émilie et moi, on va vous présenter les quelques pistes de recommandations. Si j'ai à résumer en une fiche, quels sont les leviers et les éléments facilitants qui émergent finalement des différentes personnes qu'on a rencontrées? En fait, l'approche spécifique à visée systémique qui a été déjà développée par la TCRI, elle est là, elle est présente de façon transversale. Donc, une approche globale qui tient compte de la complexité, de l'hétérogénéité des profils. Donc, comme disait Simone, c'est du cas par cas. On travaille avec l'humain et on prend le temps. L'approche interculturelle, l'approche humaniste dans le sens qu'on prend en compte les besoins et les espoirs de la personne et on travaille à partir de là. Et des fois, il y a des cas, il y a des belles surprises aussi. Pourquoi tout de suite orienter la personne vers des emplois déqualifiés, déclassés, quand peut-être elle a toutes les compétences pour le faire. Il y a également toute l'importance de l'accueil, la confiance, sentir que c'est pas juste un numéro devant nous, mais qu'il y a une écoute. Je pense que c'est à travers l'Ordre des travailleurs sociaux qui ont mentionné qu'il y a une personne qui est là pour écouter en personne, pas juste un système téléphonique, un site web, mais vraiment un humain qui est là pour accompagner. Mais aussi toute la question du temps, prendre un temps qui est plus long et la flexibilité. Et évidemment, la concertation horizontale et verticale, qui doit être là à tous les niveaux. Donc, et ce qui a amené finalement un ensemble de recommandations qu'on va travailler dans le Work Café tout à l'heure. Vous avez voté pour 3, on va vous présenter quand même les 10. Donc, cette recherche action exploratoire est issue des recommandations, puis aussi on les a retravaillées en comité, puis on s'est inspiré aussi de recommandations provenant de l'OCDE. Donc, la première recommandation, c'est vraiment tout ce qui a trait à la sensibilisation, à la formation, à l'accompagnement, mais pour tous les milieux, que ce soit les intervenants, les milieux d'accueil, la santé, l'éducation, l'emploi, les services, puis aussi les acteurs du marché du travail, les gestionnaires, les syndicats, les autres professionnels. Donc, vraiment, la sensibilisation, la formation et l'accompagnement, c'est une recommandation transversale qui est très importante, qui est ressortie de la recherche. Puis aussi, on l'a vu ce matin, c'est quand même intéressant que là, ça ressort dans les recommandations, mais rendre accessibles des offres de formation dans l'alphabétisation et en francisation adaptées et flexibles. Donc, on a eu un très bon exemple ce matin, comment on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, puis ça fait une différence auprès de certaines personnes. Donc, des besoins différents avec, par exemple, des femmes qui doivent apporter leur enfant, femmes monoparentales. Donc, c'est tout ça, cette espèce de flexibilité, puis l'adaptation pour la francisation et l'alphabétisation. Puis aussi, la troisième recommandation qui est issue de la recherche, c'est de concevoir des approches sur mesure qui prennent en compte l'hétérogénéité de la population des personnes réfugiées parce qu'on a des très qualifiés, puis des sous-scolarisés. Donc, il faut vraiment tenir ça en compte dans les programmes. Donc, flexibiliser encore, la flexibilité, c'est un mot-clé. Et puis, bonifier aussi l'offre de services et l'accès aux programmes et mesures. Donc, par exemple, un appui pour des mesures d'insertion plus élargies, parce que c'est sûr que si on a une durée de temps établie, ça se peut que
c'est pas tout le monde qui puisse terminer le programme ou la mesure dans ce temps établi-là. Donc, la quatrième mesure, c'est de créer des programmes spécifiques d'accompagnement vers le marché du travail pour les catégories de personnes plus vulnérables qui peuvent cumuler plusieurs caractéristiques de vulnérabilité, donc femmes, monoparentales, analphabètes, handicapées. Donc, il y a des personnes qui ont toutes ces caractéristiques-là et ne fit pas, excusez-moi, dans une case, donc c'est sûr qu'il faut penser à adapter. Et puis, la cinquième, c'est aussi poursuivre et consolider la mise en place de programmes qualifiants, des programmes qu'on appelle l'académie de passerelle. Donc, peut-être vous connaissez les PAMT, les programmes d'apprentissage en milieu de travail qui permettent vraiment un accompagnement directement avec un compagnon en milieu de travail. Puis aussi des accompagnements aussi financiers de certains bailleurs de fonds qui peuvent mener à des formations qualifiantes. Encore 4. J'ai hâte de voir sur lesquels on va travailler tout à l'heure, je ne le sais pas encore. La sixième recommandation, rendre davantage accessible des processus de reconnaissance, tant pour l'admission en formation que l'accréditation, donc la reconnaissance des ordres professionnels pour plan des ressources humaines en entreprise qui tiennent compte des réalités particulières prémigratoires des personnes réfugiées. Avec M. Ringuette, ce matin, on a vu des exemples vraiment très parlants à ce niveau-là, de choses concrètes qui peuvent être faites. Le septième, consolider et développer des collaborations et partenariats de façon intersectionnelle pour soutenir le processus d'intégration dans sa globalité, parce qu'on a vu qu'on traverse, au niveau de la trajectoire d'intégration socio-professionnelle, on va traverser différents espaces entre l'éducation, le travail, les ordres, et qu'il doit y avoir une communication pour éviter justement le fait que, moi, ma responsabilité se rend là, et ensuite l'autre personne, et parfois il y a un manque de cohérence qui peut être fait, d'où l'importance de se parler. Ensuite, le huitième, pour encore une fois favoriser les trajectoires d'insertion globale et cohérentes, parmi le comité, il y avait un élément qui revenait souvent, c'était l'importance de consolider un rôle d'intervenant pivot. Qui est parfois occupé par les conseillers en emploi, mais ça peut être appliqué dans différentes sphères. Donc, l'intervenant pivot, c'est la personne qui va favoriser finalement une approche globale pour que la personne puisse traverser ces différentes sphères-là au niveau de la reconnaissance professionnelle. Par exemple, un avocat, peut-être qu'il aura affaire à 6 acteurs différents, un médecin, la même chose. Donc, s'assurer que le plan d'action puisse faire les démarches pour chacun. Et on pourrait donner l'exemple aussi, par exemple, de la pharmacie, combien d'acteurs, combien de personnes ont été rencontrées pour arriver finalement à devenir pharmacien, combien de secteurs. Et pour terminer, favoriser des espaces de rencontre et d'interaction entre les personnes réfugiées et la société civile. Donc là, on est vraiment davantage dans des espaces plus de reconnaissance sociale, comme des initiatives de jumelage, mais ça peut aussi être fait en entreprise, comme on a vu avec M. Renaud de Limel, par exemple, ou avec Tini de Dessan, avec du mentorat aussi, ou de l'accompagnement, où est-ce qu'on peut traduire un peu les façons de faire, etc. Et finalement, dernière recommandation, on est très consciente, et ça demanderait d'autres recherches, de l'hétérogénéité entre les statuts de personnes réfugiées. Donc, si on est parrainé, réfugiés reconnus sur place, demandeurs d'asile, ce sont tous des réalités particulières, mais on s'entend que pour les demandeurs d'asile, c'est d'autant plus préoccupant. Donc, pourquoi pas rendre accessibles les services d'accueil et d'intégration? S'ils ont le permis de travail, pourquoi pas aussi avoir le reste? Donc, voilà pour l'ensemble. On vous remercie. Donc, le tout est disponible sur le web.